Le décor a changé mais l'esprit reste le même. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission des Pistonnés. Nouveau débrief de course, on va parler du Grand Prix des États-Unis, 18e manche du championnat du monde de Formule 1 édition 2023. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et du débat, on va se retourner vers deux polémistes, deux chroniqueurs. Monsieur Hamza Rahmani, pour qui la Coupe du monde de rugby, ça y est, terminée. Ça va Hamza? Je sais pas si elle est totalement terminée. Il y a une petite finale pour l'Argentine. On sait jamais. Non, ce sera pas la petite finale. Mais écoute, on a passé un bon week-end, un formidable samedi surtout. Moi, je me suis régalé avec La course sprint. Ah ouais, franchement, waouh. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Pistonnés, il y a bien évidemment de l'ironie dans tout ça. Il faut quand même le préciser. À côté de toi, monsieur Brice Germain, qui n'arrête pas de rouler en karting depuis des semaines et des semaines. Je l'imagine préparer un peu le Grand Prix Explorer. Ça va mon Brice, la forme? Ouais, je prépare le Grand Prix Explorer virtuel, tu veux dire. Parce que comment s'est passé hier du côté du Mans, alors, cette nouvelle course? Parce qu'on s'est un peu moqué de toi la dernière fois pour une deuxième place. On m'a dit, j'ai cru lire dans Ouest France ce matin que tu avais fait une Charles Leclerc. Guillaume Nedelec était là. Non, ouais, ça s'est très bien passé. P3 en qualif, P3 en manche 1, bien dans le rythme des meilleurs retour en course dans la deuxième manche, je suis bien. Et il se met à pleuvoir en finale. Il pleut un tout petit peu, légèrement, et je me dis qu'il y a le grip. Parce que normalement ça part pas comme ça, enfin il faut quand même un petit peu de temps avant que le grip parte. Et il y avait zéro grip et mon idiotie m'a fait garder des trages sèches pendant 3-4 tours. Et résultat, j'ai été complètement en contre-courant, j'étais pas dedans. J'étais à 3 ou 4 secondes des temps et du coup je termine 12e de cette finale. Non mais alors que... il a réagi directement, tu sais. Non mais alors qu'avant vraiment je suis bien et du coup voilà, pas de rythme de course, ça, je fais honneur à mon équipe, c'est bien. Il y a peut-être un problème sur le châssis, me disait Hamza, à voir comme Esteban Ocon. Problème de fond plat. Les gars, les filles qui nous regardaient, bien sûr, qui avaient pris l'habitude de prendre la bonne habitude surtout du rendez-vous des Pistonnés du lundi, vous l'avez vu, le décor a changé. First Team a changé tout simplement de structure. Donc on va terminer cette saison 2023 ici même dans un décor qui est temporaire, et puis on va construire une bécane de compétition pour 2024 avec un tout nouveau plateau. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir dans notre nouveau chez nous, temporaire, petite location avant de devenir propriétaire d'un truc absolument exceptionnel. On regarde les 4 enseignements, les gars, qui ont marqué ce Grand Prix des États-Unis. Qu'est-ce qui nous a marqué justement? On va se poser 2 questions déjà pour commencer. La première, c'est: Mercedes a-t-elle fait perdre Lewis Hamilton hier? On avait la sensation que le Britannique pouvait l'emporter. On se posera la même question d'ailleurs pour Norris. Est-ce que lors de cette 100e, on n'a pas connu un nouvel acte manqué du 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren selon Hamza Rahmani? On évoquera le cas Aston Martin qui a pataugé avec ses nouvelles updates et évolutions, puis qui s'est enlisé aussi au championnat du monde des constructeurs, qui a perdu sa 4e place. Et puis le 4e enseignement, on évoquera Alpha Tauri et Tsunoda qui a éclipsé le retour de Daniel Ricciardo. Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau débrief, les gars? Dans ce nouveau décor, on est diesel, on monte un petit peu, on lance tout de suite le jingle, mon Polo. Et pour commencer, on va évoquer, les gars, le classement à l'arrivée, classement qui a bougé. La course est terminée aux alentours de 23h. Et puis, vers 2h30 du matin, on a appris disqualification de Charles Leclerc, disqualification aussi également de Lewis Hamilton pour des hauteurs de fond plat non réglementaires. Donc, vous pouvez me retirer, entre guillemets, et Hamilton et Leclerc de ce classement. Deux petits mots, les gars, avec vous pour commencer cette émission. Le premier sur cette histoire de disqualification et le deuxième sur cette stratégie ratée de Ferrari, parce qu'on ne l'évoquera pas dans cette émission. Alors sur les disqualifications, 4 voitures ont été contrôlées: Max, Norris, Hamilton, Leclerc. Sur les 4 voitures, 50% sont jugées non conformes au règlement technique. Donc la question que je me pose, c'est combien, sachant qu'on choisit les voitures généralement au hasard, combien finalement, on ne le saura jamais, mais combien aurait pu être disqualifié? Je pense déjà immédiatement à George Russell et à Carlos Sainz. Ça ne veut pas dire que les deux ont une voiture illégale, ça veut dire qu'il est possible que. Et puis chez les autres écuries qui n'ont pas été contrôlées, est-ce que quand tu as 50% de voitures qui sont jugées non conformes à la fin de la course, est-ce qu'on doit toutes les contrôler? Enfin voilà, ça ouvre plein de débats. Et puis aussi, peut-être qu'on n'a pas pu prendre le temps de correctement régler la voiture et de se concentrer justement sur
ce petit détail pour Mercedes et pour Ferrari, parce qu'il n'y avait qu'une seule séance d'essai libre. Et pourquoi y avait-il une seule séance d'essai libre? Parce qu'il fallait faire place à la course sprint du samedi qui a été, encore une fois, d'une... Franchement, Soporifique. Non, 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 on a passé un très bon moment. Moi, j'étais hypé vraiment par cette course et chaque tour me tenait en haleine. Donc voilà, à un moment, il va falloir aussi... Tu peux être ironique toute l'émission? Et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, c'est ma marque de fabrique. Non, mais en fait, c'est cruel finalement, parce que c'est un règlement. Après, encore une fois, ce règlement-là, on le connaît. Je me souviens de la disqualification de Sébastien Vettel, notamment en Hongrie, lorsque Esteban Ocon gagne, pour manquer, je crois, 0,1 ou 0,01 en termes d'essence. Voilà, c'est blanc ou noir, c'est soit tu respectes, soit tu ne respectes pas le règlement. Donc là, au moins, le règlement, il est clair et il est correctement appliqué. L'ironie du sort, c'est que c'est Mercedes qui avait fait un lobbying pour justement que ce règlement de la hauteur de caisse soit appliqué. Brice, un petit mot avec toi, on n'en parlera pas, on l'a dit. Ferrari qui s'est complètement planté sur sa stratégie et notre ami Charles Leclerc qui n'a pas conclu, une fois encore, comme Jean-Claude Duss, un petit peu. Bah, écoute, il en a marre qu'on parle de cette stat apparemment, mais en même temps, cette stat, elle fait vraiment mal, quoi. Et froid dans le dos. Hein. On en est à 21 pôles pour 5 victoires. Je ne sais pas qui a ce ratio-là dans l'histoire de la F1, mais c'est pas beau, quoi. Donc, et c'est dû, encore une fois, à l'exploitation de cette Ferrari qui est très forte le samedi et très mauvaise le dimanche. Alors, tu veux qu'on parle des stratégies, mais après, avant toute chose, c'est ce rythme en course. C'est ce rythme en course qui va pas. Et si la Ferrari est prometteuse le samedi, elle n'est nulle part le dimanche, puisqu'elle passe de la première performance pure au 4e rythme de course. La vérité est là, quoi. C'est la 4e force. En course, pas tout le temps, mais quand même très régulièrement, on les voit s'effondrer en course. Carlos Sainz, lui, a une stratégie qui est pas bonne, mais normale pour cette course. Et derrière, en fait, on tente un pari avec Charles Leclerc, mais je comprends pas une chose, c'est qu'on tente un pari de conservation des gommes sur la monoplace qui conserve le moins bien les gommes. Donc, Frédéric Vasseur a avoué qu'il y avait une erreur qui avait été commise sur cette stratégie, mais ça arrive quand même très régulièrement que ce soit le meilleur pilote chez Ferrari, en tout cas celui qui est le mieux placé sur la grille à ce moment-là, qui soit pénalisé par une erreur. Et qui du coup en fait nivelle le classement de Ferrari vers le bas. Donc oui, c'est un peu problématique. Et puis après, de toute façon, dans tous les cas, pas de danger, puisque avec la disqualification, bon bah finalement, on n'en a plus rien à foutre. Mais en attendant, voilà, c'est une nouvelle erreur qui vient en plus de ça pénaliser les problèmes qu'a déjà Ferrari sur son rythme de course. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y avait un podium à la clé quand même. Ouais, clairement, 21e pole position, hein, c'est ça pour Charles Leclerc. C'est une de moins que Fernando Alonso, double champion du monde. C'est une de plus que Damon Hill, champion du monde. C'est quand même, la stat est éloquente, même si on le rappelle, il y a beaucoup plus de Grands Prix, bien sûr, comme vous aimez à Juste le à côté dire. de Bottas, ça peut rassurer. Oui, c'est vrai qu'il y a Bottas, oui, t'as raison. Ouais, je lui souhaite une meilleure carrière, mais je vais me faire des ennemis en disant ça. Clédus. Clédus, on l'embrasse d'ailleurs. Les gars, on attaque sur le premier enseignement parce que la grande question qui se pose autour de ce Grand Prix des États-Unis, c'est savoir est-ce que Mercedes l'a joué petit bras, est-ce que Mercedes a privé Lewis Hamilton d'une victoire? Alors pour commencer, il y a le premier constat, on va quand même parler de la 50e victoire de Max Verstappen, une victoire qu'il a bien qualifiée de compliquée. On rappelle qu'il avait raté la pole vendredi avec un tour invalidé en Q3 du fait des limites de piste dépassées. Lui qui a été impérial, intouchable en tout cas sur toute la journée de samedi. Lui qui a connu aussi également des problèmes de frein dès le départ dans le Grand Prix dimanche. Red Bull a dicté la stratégie avec la tentative d'undercut, notamment lors de sa remontée à la fin du premier relais. Et puis cette remontée où il l'a déclaré, on le verra un petit peu plus tard, qu'il a dit en contrôlant son attaque parce qu'il ne voulait pas justement trop dégrader ses gommes avec les problèmes de frein qu'il a pu connaître. Et à partir de là, on n'a pas eu un Max Verstappen, on va dire, aussi souverain que d'habitude. Et on a la sensation ce matin que Mercedes a manqué une énorme occasion. Je vous donne ma théorie et après je vous laisse répondre là-dessus. On a Hamilton qui est quand même du début jusqu'à la fin le meilleur rythme moyen en course. Mercedes qui patauge un petit peu, qui en voyant Max Verstappen s'arrêter avant les autres et donc chausser ce deuxième train de médium et donc s'obliger à un deuxième arrêt derrière, se dit tiens, on va tester cette stratégie à un arrêt et puis très rapidement ils vont se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas et très rapidement on voit que Lewis Hamilton a perdu beaucoup de temps en s'arrêtant très tard à l'issue de son premier relais. Alors il y a la disqualification pour cette hauteur de fond plat non conforme, mais on a vraiment la sensation
que Mercedes l'a joué petit bras, que Mercedes n'a pas cru qu'en calquant sa stratégie sur Max Verstappen, qu'il puisse aller chercher le néerlandais. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de tout ça? Tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'ils ont été petits bras dans le sens où, à partir du moment où ils changent de stratégie parce qu'ils sont dictés par l'arrêt de Max Verstappen, ça veut dire qu'ils ne croient pas en le fait de pouvoir, comme tu l'as dit, se calquer dessus. Or, à ce moment-là, Lewis Hamilton a, je crois, 4 secondes et demie ou 5 secondes Exactement. d'avance sur Max Verstappen. Donc l'undercut, il est gérable. C'est encore beaucoup, 5 secondes. Il ne va pas reprendre 5 secondes normalement sur un tour. Donc s'il s'arrête au tour d'après et qu'il calque sa stratégie sur Max Verstappen, à mon sens, au vu du rythme qu'il a, il peut le tenir, Max Verstappen. Mais là, on s'est vraiment dit, non, de toute façon, Red Bull est plus fort. Donc la seule chose à faire, c'est éventuellement tenter quelque chose de différent. Et à la fin de la course, quand on se rend compte que Lewis Hamilton a le meilleur rythme en course, en une 42-281 de tour moyen, et Max Verstappen en une 42-312, je crois, non, une 41, pardon, 881 et 312 pour Verstappen, soit 30 millièmes d'écart, certes, mais c'est à l'avantage de Lewis Hamilton. Sur la course, il est plus rapide, point. Et ben oui, on se rend compte effectivement que on l'a joué petit bras parce qu'on ne s'est pas dit qu'on avait un potentiel d'agressivité vis-à-vis de cette Red Bull. Et au final, on a perdu l'essence même de Mercedes sur cette course. Les arrêts au stand, quand ils doivent être cliniques, ils ne le sont pas. Quand il faut établir une stratégie agressive, comme par exemple Lewis Hamilton l'a fait, alors qu'il n'avait pas la meilleure monoplace à ce moment-là en Espagne en 2021 avec James Wolfe sur la stratégie de 2 arrêts au lieu d'un face à Max Verstappen, et ben là, on a perdu ce qui faisait l'essence de Mercedes sur l'optimisation, en tout cas sur cette course-là. Il n'y avait rien à optimiser chez Mercedes à l'heure actuelle, puisqu'ils avaient le meilleur rythme à Austin, et pourtant, oui, on a cette sensation qu'ils l'ont joué petit bras. Alors après, effectivement, il y a la disqualification et tout ça, mais ça fait mal de se dire que le concurrent naturel à Red Bull, au final, n'a pas existé par crainte de l'ogre autrichien, on va dire. Comment tu te situes, Hamza? Parce que toi, souvent, dans cette émission, tu nous dis, voilà, tu as envie de récompenser l'audace. Là, l'audace n'a pas payé. Est-ce que tu en veux ce matin à Mercedes? Non, parce que c'est pas moi qui ai perdu la course. Maintenant, sincèrement, je suis pas sûr que Mercedes ait joué petit bras dans l'aspect que tu évoques, notamment sur l'aspect stratégique. Je pense sincèrement que Mercedes partait sur une stratégie à un arrêt. Ce qui explique que tu n'arrêtes pas, que À la base, tu veux dire ? ce qui explique que tu ne couvres pas immédiatement Max Verstappen. On lui pose plusieurs fois la question. D'ailleurs, Verstappen, dès qu'il s'arrête, la radio de Verstappen, on lui dit chez Hamilton, on est peut-être sur une stratégie à un arrêt parce qu'on lui a demandé de prolonger de 5 tours son premier relais. Le problème, c'est que Mercedes n'est pas allé au bout de cette stratégie et en fait n'avait ni la stratégie prévue initialement à 2 arrêts, ce qui l'aurait fait du coup arrêter assez rapidement au tour suivant comme Norris, et donc il aurait pu couvrir Max Verstappen. Mais en même temps, il n'est pas allé au bout de sa stratégie à un arrêt, ce qui s'est retrouvé. En fait, je pense que c'est la pire chose à faire dans un aspect stratégique, c'est de ne pas trancher clairement entre l'une ou l'autre. Pour reprendre une expression, c'est un peu que tu as le postérieur entre 2 chaises. Et en fait, je vais prendre un... Alors, je sais que Brice n'aime pas trop quand on prend des exemples footballistiques. C'est comme si moi, je suis joueur et je fais une passe. Il y a 2 de mes coéquipiers et je fais la passe pile au milieu. Et finalement, personne ne l'a et le ballon sort en touche. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est que l'aspect stratégique fait que tu n'as pas tranché. Et finalement, oui, c'est ce qui te coûte la victoire. Parce que justement, sur ces 5 tours qui ont fait la différence, Hamilton, par rapport à Max, perd 12 secondes. Puisqu'il avait 5 secondes d'avance au moment où Max s'arrête. Et il a 7 secondes de retard au moment où Hamilton donc, ressort loin derrière Max Verstappen. Plus les 2 secondes perdues sur les 2 arrêts au stand, ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que tout le monde en fait a commis une erreur chez Mercedes, y compris Hamilton, qui a fait lui aussi, comme Norris, un blocage sur le premier relais, à la toute fin de son premier relais, lorsqu'il n'arrivait plus à C'est pour ça qu'il l'arrête, à tenir les gommes. C'est qu'il perd trop de temps. Il fait un blocage de l'avant gauche et du coup, il perd là aussi 1 seconde par rapport à Max juste avant la longue ligne droite. Donc, tout le monde s'est trompé, je pense, chez Mercedes. Pas de regret parce qu'effectivement, derrière, il y a disqualification, donc il n'y a pas de victoire. Mais c'est vrai que sur l'aspect opérationnel, Mercedes s'est peut-être trompé.
Regardez quelques citations, les gars, justement, des explications à l'issue de cette course, avec notamment les propos de Christian Horner, qui envoie un petit tacle à Mercedes pour le grand retour de Toto Wolff dans les paddocks. On n'avait pas la voiture la plus rapide aujourd'hui, mais je crois que Mercedes s'est retrouvé dans un no man's land en termes de stratégie. Ils ont en quelque sorte d'abord tenté une stratégie en un seul arrêt en chaussant les durs, avant d'avorter et d'embarquer le pneu médium, qui était le meilleur pneu dans le dernier relais. Réponse de Toto Wolff, ça c'était sur Sky Sports, les déclarations de Christian Horner. Toto Wolff qui a répondu dans le débrief de la F1 TV hier et qui dit: la voiture était si rapide, peut-être même la plus rapide aujourd'hui. On pensait qu'une stratégie à un arrêt fonctionnerait et puis finalement non, c'était si serré à l'arrivée. Il faut se concentrer sur les choses positives, c'est-à-dire que la voiture était bonne. Mais leur meilleure voiture, c'est celle qui gagne. Voilà Toto Wolff en tout cas. L'histoire de la voiture la plus rapide tout à l'heure, tu disais 30 millième environ de rythme de course. Ça veut tout et rien dire parce que on ne sait pas à quel point Verstappen, sachant qu'Hamilton était, alors je ne vais pas dire éliminé de l'équation rapidement, mais s'est retrouvé loin derrière. Ouais. Finalement, Max se battait uniquement face à Norris. Il a géré son rythme, il a géré ses pneus, il avait cette problématique de frein en fin de course. On ne sait pas vraiment si sur cette course-là, la Mercedes était rapide. Ce qu'on sait par contre... Il était dans le trafic sur le premier relais aussi, t'as raison. Non, mais dans les circonstances de course, si, tu vois, de dire que dans les circonstances de course, on peut dire qu'Hamilton sur le dernier relais était en tour qualif sur une quinzaine, une vingtaine de tours. Ah, mais si t'as le meilleur rythme en course, tu dois gagner. Je suis en train de te montrer par A plus B que ce n'est pas une preuve. Les statistiques ou l'aspect uniquement chronométrique des 50 et quelques tours ou des 60 et quelques tours, ce n'est pas suffisant pour dire si la Mercedes, si la Red Bull, si la Ferrari ou si la Alpha Tauri a le meilleur rythme de course ou pas. Par contre, ce que je note, et c'est peut-être le plus important, c'est que Mercedes ne s'attendait pas à avoir une voiture aussi performante à Austin. C'est vrai. Donc c'est peut-être rassurant de ce point de vue-là. Après, sur l'aspect comptable, la disqualification fait très mal, puisque tu passes d'un Hamilton qui revenait à 19 points à un Hamilton qui a 39 points de retard sur Pérez. Exactement. Les gars, un petit mot aussi également sur Max Verstappen. On a beaucoup parlé de ses problèmes de frein. Regardez ce qu'il a dû gérer, Max Verstappen. Il l'expliquait justement très bien, lors de la conférence de presse à l'issue de la course. Il dit: on partait 6e et j'ai eu des problèmes de frein toute la course. J'ai raté quelques points de freinage et je n'avais pas le même feeling qu'hier. Hier, c'était bien sûr en sprint. Cela a rendu ma course plus compliquée et c'était serré à la fin, car avec les retardataires et les pneus déjà usés, c'était très difficile. Le but était de ne pas détruire les pneus malgré mes difficultés au freinage. J'ai dû trouver un compromis quant à ma manière d'attaquer. Max Verstappen qui intègre le club des 5. Regardez plutôt avec cette statistique. Ils sont 5 pilotes à compter plus de 50 victoires en carrière. Il y a bien sûr Alain Prost, Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Michael Schumacher. Les gars, est-ce que la victoire de Red Bull hier, ça montre pas aussi également, toujours dans cet aspect un petit peu petit bras, c'est-à-dire qu'ils ont dicté leur stratégie, ils ont imposé même leur diktat à la Formule 1, c'est-à-dire que même lorsqu'ils ont un problème, même lorsqu'ils se trompent, on va dire, dans les choix, eh bien les autres leur offrent entre guillemets la victoire sur un plateau, même si c'est peut-être un peu grossier. Ça me rappelle un peu Monaco, si tu veux, avec la victoire avortée par exemple de Fernando Alonso, qui avait la stratégie parfaite. C'est pas nouveau, on sait que Red Bull, mais à l'époque même où Mercedes dominait, on sait que s'il y avait une seule équipe qui justement sur l'aspect stratégique allait tout tenter, allait être proactif, n'allait pas se tromper, et aller mettre en difficulté une autre équipe, c'est Red Bull. Le travail d'Anna Schmidt et de tous les hommes derrière qui s'occupent justement de la stratégie, il est exceptionnel. Et ce qui est... Alors on a tendance, nous, à être rassurés par le spectacle en fin de course, parce qu'on voit McLaren, on voit Mercedes, on voit Ferrari, en tout cas, Brice le disait justement sur les qualifications au moins, challenger tout du moins cette Red Bull. Il y a un aspect un peu plus inquiétant, c'est que depuis cet été, Red Bull n'a pas amené d'évolution. C'est vrai. Et que Red Bull est toujours en tête, ça fait quoi, 6-7 courses depuis la trêve. Enfin, de moins en moins quand même. Ou 5 courses. Ils sont de moins en moins en tête quand même, en termes d'écart, ça se réduit course après course. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est la voiture de Spa peut-être, ou de Zandvoort, qui est en train de rouler depuis là où tout le monde amène des évolutions. Mercedes en a encore ramené une manifestement importante. Pour l'instant, ça tient quoi. Pour l'instant, ça tient devant. Mais après, c'est plus facile de bosser quand tu es chez toi avec du chauffage, un café et une barre de céréales que de bosser dans la neige, dans le froid. Vois par là, ce que je veux dire, c'est que quand tu as le confort d'être champion du monde, que tu ne joues plus rien, que ta voiture est dominante, déjà, tes possibilités stratégiques sont plus élevées. Et de deux, tu as beaucoup moins de stress lors de la prise de décision. Ce qui arrive à Mercedes au moment où Max Verstappen écourte très clairement son relais, parce qu'il n'a pas du tout de dégradation à ce moment-là particulière, Max. Il impose à Mercedes un choix rapide, précis, qui va
et on le sait, dans l'espace d'une minute 20, déterminer le sort de la course d'Hamilton. Donc à partir de là, en fait, ils les prennent entre guillemets au dépourvu, et c'est un flip de coin à ce moment-là. On tente quelque chose, et il y a deux philosophies, soit celle de le rythme de la Red Bull sera forcément meilleur, on doit tenter quelque chose de différent, ou justement on est assez fort et on va y aller. Et à partir de là, on a vu le choix qu'ils ont fait. À mon sens, en tout cas, je ne suis pas persuadé qu'ils partaient sur un arrêt de mon côté, mais bon. Oui, le Red Bull a été fort en stratégie, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même plus simple quand tu as le fauteuil, quoi. Ouais, c'est pas nouveau. Ouais, mais Non, mais Mercedes était très fort aussi. Au moment où ils dominaient, ils optimisaient absolument tout, ils réussissaient absolument tout, parce qu'au final, la voiture leur offrait cette fenêtre stratégique. Mais la différence, c'est que lorsque Red Bull ne dominait pas, Red Bull était performant sur l'aspect stratégique. Pas là tout aujourd'hui, le temps. Mercedes Pas tout le temps. Regarde 2021 en Espagne. À ce moment-là. 2021, moi j'ai plus l'impression c'est quand même Mercedes qui réussit un coup magistral que Red Bull qui se plante. même en dehors de sur l'Espagne, j'ai 2021. l'impression que Red Bull puis, c'est avait un commencé exemple, à prendre l'ascendant justement d'un point de vue stratégique sur Mercedes en 2021. On n'est En pas là deuxième pour partie faire de l'histoire, saison, mais Ouais. Oui. on a parlé les gars de cette victoire manquée pour Mercedes. Je propose de passer au deuxième enseignement. On a vu les choses d'un point de vue Mercedes, mais regardons les choses aussi d'un point de vue McLaren et surtout Lando Norris. Est-ce qu'il a encore manqué une occasion de gagner? Lando Norris qui fêtait son centième Grand Prix, sa 100e course en carrière. Il a dominé quand même Piastri tout le week-end, c'est important de le signaler. 4e podium consécutif aussi, c'est une belle série en cours. Il a réalisé le départ parfait en prenant la tête. 30 tours passés en tête d'ailleurs pour Lando Norris, lui qui n'a rien pu faire par la suite contre Verstappen et Hamilton. Alors la grande question, pouvait-il gagner Lando Norris, lui qui avait quand même un rythme handicapé par une forte dégradation des pneus? Il l'a dit, les températures de la piste aux alentours de 40 degrés étaient un peu trop fortes pour pouvoir permettre de survivre ou de prolonger justement ce rythme absolument parfait. Il y a son blocage de roue qui aide Verstappen, et ça je veux bien sûr ton avis mon cher Hamza sur la question, et surtout cette stratégie médium, dur qui semblait être désespérée. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est une occasion, encore une fois, de manquer pour Lando Norris, les gars, ou est-ce que Lando Norris a fait le travail, ne pouvait pas mieux espérer? Je ne sais pas si c'est une occasion manquée pour Norris, parce que si Norris fait un dimanche parfait, peut-être qu'il ne gagne pas quand même, mais on ne le saura C'est jamais. vrai. Mais encore une fois, je suis désolé de revenir dessus, Norris ne fait pas un dimanche parfait. C'est cruel, hein, mais c'est le sport de très haut niveau. C'est là où tu vois la différence entre un pilote qui va remporter une course et un pilote qui va faire un podium. Cette micro-erreur, Hamilton fait la même. Mais Norris, ça lui coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Norris tenait Verstappen plus ou moins à 2 secondes. Au moment où il fait cette erreur, ce blocage de roue, sur le tour suivant, Verstappen, il est dans sa zone DRS. Il perd 1 seconde sur ce blocage. Ça lui coûte peut-être pas la victoire, mais ça offre plus de chance à Max Verstappen, et mine de rien, il le dépasse du coup assez rapidement dans la foulée. Donc, c'est cruel. On va me dire que je m'acharne encore. Ouais. La vitesse, il l'a. Mais au moment où il commet cette erreur, ça offre plus de possibilités et ça permet à Max de le dépasser. Et à partir de ce moment-là, Norris est écarté de l'équation pour la victoire. Est-ce que s'il fait pas l'erreur, Brice, il a vraiment une chance en plus de l'emporter, Lando Norris? Non. Il a pas de rythme. Enfin, pas de rythme. On va pas dire ça par rapport à Bahreïn, mais non, il a pas le rythme. Enfin, il a le rythme pour tenir max 10 tours à chaque fois. Mais tenir max 10 tours, c'est défoncer les pneumatiques. Quand, s'il n'avait pas voulu tenir max, il aurait tenu ses pneus comme Lewis Hamilton aurait pu le faire, par exemple. Le rythme de course, là, j'ai la stat sous les yeux, pareil, c'est 4 dixièmes plus lent que Lewis Hamilton et 3 dixièmes et demi plus lent que Max Verstappen. Moi, je pense qu'il a tout donné en termes de pilotage pour le tenir, que les erreurs à Austin, au vu des bosses et au vu de la difficulté de faire pivoter les voitures à la corde, parce que des cordes, Max, il en a raté aussi, certainement dû aussi au problème de frein, mais les cordes ratées à Austin, ça a été quand même énorme. Je n'incrimine pas, pour le coup, et pour le coup, je ne suis pas un gros défenseur de Lando Norris d'habitude non plus. Un petit peu depuis quelques semaines, mais tranquille. Fais gaffe, c'est ton pull qui va bientôt devenir un papa. Déjà la dernière fois. Sous la pression populaire, c'est ça que tu voulais dire, Hamza. De toute façon, il a toujours cru que j'étais des magots. Mais non, il n'a pas le rythme pour le faire. Enfin, moi, je lui en veux pas, et je pense qu'il n'a pas de regrets sur cette course. Le seul qui peut avoir des regrets, c'est Hamilton. On parle pas de la même chose. Encore une fois, toi, tu parles de la perfection de son dimanche, mais en fait, il aurait. Enfin,
Mais c'est ce qui lui coûte aujourd'hui une victoire. C'est pour ça pourquoi aujourd'hui, après 100 courses, il n'a pas la moindre victoire. C'est pour ça pourquoi Mais tu peux pas aujourd'hui. comparer cette course-là et Après le 12 micro-blocage qui arrive à tout le monde et Sochi. Je dis Ça, pas- c'est incomparable. Non, mais évidemment. Mais ce que je te. Oui, mais enfin, excuse-moi, Sochi, c'était quand? C'était il y a 3 ans? De... 2 ans, 3 ans, si tu veux. Aujourd'hui, c'est un pilote qui a 100 courses. Je vais pas revenir sur la blague, 3e meilleur de pilote de l'histoire. Parce Non, que mais là, regarde, il y a je une suis vraiment stat, on peut l'afficher avec Polo si tu veux pendant que là, tu je suis fais la vraiment, je présentation. suis vraiment sérieux, mais encore une fois, c'est un très bon pilote, c'est un pilote qui a un rythme, etc. Je dis pas que sans cette erreur, il ne gagne pas ou il gagne. Probablement qu'il ne gagne pas. Sincèrement, je pense que, comme tu le dis, Verstappen, il a un rythme. Je dis juste qu'il a facilité la tâche à Max. C'est tout. Il lui manque encore les petits détails qui. Bah, tu vois, et Carlos à Monza. Oh, mais Carlos, je les ai jamais considérés comme un crack. Bah, Carlos, il a gagné des courses, tu vois. Et il fait cette erreur à Monza. Et alors? Il fait cette erreur de blocage de roue. Je veux dire, j'ai quand même l'impression que parce qu'il ne gagne pas, en fait, on attend de lui qu'il soit parfait pour ne pas le critiquer, mais parfait de chez parfait. Alors que en soi, Bah, à l'image justement qu'il a de pilote crack bah, à ce générationnel. moment-là, on est beaucoup plus tolérant avec Carlos Sainz sur l'ensemble de sa carrière. Bah, je le que suis, sur mais bien sûr. Norris. Mais évidemment. Donc, Comme en je fait- suis plus donc, en fait- tolérant par rapport à un Logan Sargent que par rapport à un Max Verstappen. Mais Donc en évidemment. fait, tu fais 30 millions de consommateurs là. C'est-à-dire qu'en fait, tu juges à l'image qu'on te vend. Non. On t'a vendu une image de crack, donc du coup, peu importe. Enfin, Non, mon but, c'est à la d'essayer de moindre te erreur, convaincre. ta Non, pas ta. Le but, c'est un bruit de d'essayer flèche parce que pour ceux qui j'ai écoutent en- vraiment. Ouais, bah alors une flèche. C'est- Bref. Je sais même plus ce que je voulais dire. Non, en fait, moi, je suis encore une fois, je pense, j'ai pas la science infuse. Peut-être que je me trompe et je souhaite vraiment que Norris me prouve le contraire. Encore une fois, on en a parlé, donc je vais pas revenir par rapport à tout ce que j'ai dit et tous les arguments que j'avais sortis lors de l'émission des chapeaux. Mais en fait, ce qui me rend dingue, c'est que chez lui, tu vois, il est pilote du jour, par exemple. C'est un sondage idiot, moi honnêtement, j'y accorde pas d'importance. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'y accorde de l'importance. Comment est-ce que Norris peut être pilote du jour et pas un autre comme Hamilton? Ou Fernando Alonso. Malheureusement pour lui, il abandonne. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a un décalage total. Peut-être que c'est moi qui suis que je me trompe totalement et j'aurais quand même mal à le dire. Mais sincèrement, je pense pas. Parce que pour l'instant, depuis le début de sa carrière, je suis. Encore une fois, hein, j'ai plutôt l'impression d'avoir raison que d'avoir tort. Ce que je veux dire, c'est que l'image qu'ont beaucoup de gens, beaucoup de fans de Lando Norris, et moi, je trouve qu'il y a un total décalage. Alors, j'essaie de comprendre. Moi, je mets en avant, du coup, les choses qui vont aussi dans mon sens pour justement essayer de contrebalancer. Maintenant, si Brice me dit que c'est un crack générationnel, que la course parfaite, un pilote qui ne commet aucune erreur, ça n'existe pas, moi je veux bien l'entendre. Je dis juste que sur ce Grand Prix, si Norris fait un dimanche parfait, peut-être qu'il ne gagne pas. Mais en commettant cette petite erreur, bah, il s'enlève toute chance de victoire. C'est pas peut-être, il s'enlève toute chance de victoire. On prend beaucoup de temps pour parler de cette erreur, mais il y a d'autres explications tangibles. On a entendu aussi également la version de Lando Norris qui expliquait ce problème de dégradation de pneus qui l'a empêché d'attaquer comme il a pu attaquer notamment sur son premier relais. Il y a aussi une autre explication, et là c'est Christian Horner qui nous la livre. Preuve encore une fois bien que cette stratégie, cette proactivité de Red Bull a fait très très mal aussi à McLaren. Avant la course, toutes nos simulations nous disaient qu'une stratégie à 2 arrêts était la meilleure option. On a appliqué le plan, on savait que Lando opterait pour 2 relais en dur, donc on est parti sur une stratégie avec 2 relais en médium. Il était crucial que Max passe Norris en piste et pousse jusqu'à la fin, donc ça donne un petit peu raison Hamza sur le fait que justement ça a aidé forcément Max à passer en piste, mais on voit bien la proactivité en tout cas de cette stratégie, puis la réaction aussi également de Lando Norris, vous la demandiez les gars, Lando Norris qui dit en menant la course je pouvais la contrôler mais je n'ai pas pu le faire jusqu'au bout. Là, il est question bien sûr de la dégradation. Je suis heureux, tout s'est bien passé de mon côté, on connaît nos faiblesses, on savait qu'on aurait du mal à maîtriser la dégradation de pneus, mais le rythme sur le premier relais était très bon, je n'ai juste pas pu tenir assez longtemps. On continue de progresser, on gagne du terrain, chaque week-end, il nous faudra encore du progrès. Juste pour la petite stat qu'on vous a mis tout à l'heure, Lando Norris c'est le deuxième pilote avec le plus de podiums sans victoire, 12 podiums, il en manque un pour égaler Nick Heidfeld, et puis c'est le pilote à avoir marqué le plus de points sans avoir gagné. Alors, la première stat 584 est fausse. Je crois que c'est Canal qui l'a donnée, mais elle est fausse parce qu'il y a Ce pas stat mal. est fin. Ouais. Ah bah moi j'ai beaucoup d'autres pilotes qui ont justement des podiums avant une première victoire, notamment Irvine, donc Kakinen, Oui, mais qui a gagné. de Payet, Parce 15. qu'il- Ouais, mais il a Mais toujours qui a pas, gagné il a après. toujours pas gagné la Norris. Alors, Là il j'ai a la gagné liste du après. nombre de podiums avant une première victoire. Ouais, mais il a toujours Avant, pas gagné, Mais, Norris. mais ils ont pris une victoire derrière.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr encore qu'il va gagner un Grand Prix. C'est nombre de. Si nombre j'entends de même en podiums. plus tes ok, arguments. ok, c'est vrai. Non, d'accord. Ah oui, il se lance, elle est fausse. Non, mais parce que bah, tu vois, pour te prouver ma bonne foi, moi je Oui, reste persuadé. tu l'imagines gagner Je un reste jour. persuadé qu'il gagnera qu'il gagnera par une course, parce que ça, encore une fois, c'est un très bon pilote. Enfin, je reviendrai pas sur tout ça. J'aimerais revenir sur son premier relais, que je trouve. Non, mais que je trouve vraiment très bon. Les sécateurs. Non, absolument Non, pas, je absolument rigole, pas. Parce qu'en fait, il fait ce qu'il devait faire. Dépasser au premier virage, c'est ce qu'il fait. Et ensuite, entre guillemets, cavaler et faire sortir des tours de qualif. Malheureusement, ses pneus n'ont pas pu tenir. Et finalement, il n'avait pas un rythme aussi rapide que je le pensais par rapport notamment à Charles Leclerc qui était juste derrière. Mais encore une fois, il fait des très bonnes parties de course. Maintenant, il faut juste tout aligner ensemble. Et c'est là où il touchera peut-être davantage cette première victoire. Et juste pour dire, tout à l'heure, tu disais Verstappen, Norris d'habitude il tient 10 tours. Là, il a tenu une moitié de course. Ouais, 30. Il était une moitié de course devant sur. T'as raison, Max. Juste une dernière remarque. Vous n'avez pas le sentiment que si Hamilton fait pas sa plantade stratégique, il reste un bouclier pour Norris? Parce que Norris, Oui, peut-être. est-ce qu'Hamilton en fait serait allé chercher Norris? Ça, j'ai l'impression que c'est un peu moins sûr au vu des pneumatiques que Verstappen. Et j'avais le sentiment vraiment que Hamilton était un rempart pour Lando Norris parce que l'écart entre Norris et Hamilton était stable et Verstappen ne remontait pas sur Hamilton sur le premier relais. Il perd même du temps. Et j'ai vraiment le Avant sentiment ce qu'en fait ils effacent le rempart Hamilton en fait en les piégeant au premier arrêt et qu'à partir de là, Norris, au vu de sa dégradation, est complètement à la merci du loup. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça change beaucoup de choses sur ce Verstappen ne gagnera pas team, on va dire, composé de Norris et d'Hamilton, les Anglais quoi. J'ai le sentiment que cette plantade en fait a ouvert le champ à Verstappen plus qu'à fermer le champ à Hamilton. Et pour le coup, derrière ça, il n'y a plus trop eu de doute en fait. C'est ce qu'a dit la presse anglaise ce matin, en disant que s'ils avaient été plus... C'est vrai, The Race notamment rapporte ses propos avec leur équipe d'éditorialistes. Ils disent s'ils avaient été un petit peu plus team spirit entre les deux... Bah ouais, j'ai l'impression qu'à deux, ouais. Et ben peut-être qu'en effet, ils auraient réussi à faire tomber Après Verstappen. tout, pourquoi pas? C'est vrai que Red Bull parfois pilote avec des Alpha Tauri. Donc, allez hop, un petit tir, vas-y. Je l'aime comme ça, Soham Zaramani. Petite stat, si on applique le même système de points aux années 2000, Red Bull aujourd'hui est au nombre de points de Ferrari après 18 courses, donc en 2004. Ah, ça c'est une stat éloquente, hein, parce que c'est l'une des plus grosses mais dominations. c'est pour dire aussi que... C'est la plus grosse. C'est la plus grosse. C'est pour dire aussi que Red Bull ne domine pas plus que Ferrari en 2004. Oui, t'as raison. Aussi, ça remet parce l'église au centre du on village. se rappelle de ça que c'était énorme, mais aussi ne vous dites pas que c'est pire qu'à l'époque. Dans ta stat, on supprime les courses sprint et les Bien meilleurs évidemment. tours en course. Bien évidemment. Bien sûr. On continue de parler de ce Grand Prix des États-Unis, les gars, avec le troisième enseignement. Il y a eu du positif, il y a eu du négatif dans ce début d'émission. Là, il n'y aura que du négatif, sans doute, pour évoquer la situation d'Aston Martin, qui non seulement patauge, mais en plus s'enlise avec ses histoires de développement. Un nouveau camouflet encore ce week-end. Alors, il y a eu des nouvelles pièces qui ont été apportées à Austin, un nouveau fond plat notamment, un nouveau capot moteur, et puis des problèmes de frein sur la voiture de Lance Stroll en essai libre 1, qui a engendré peu de roulage justement pour le Canadien pour tester ses pièces. Pire résultat en qualification vendredi depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Je crois que c'était P17 et P19 si je dis pas de bêtises. Et le choix de briser la règle du parc fermé le dimanche pour les deux pilotes avec un Lance Stroll qui est resté avec les updates apportés du côté d'Austin et un Fernando Alonso qui a décidé de repartir sur la configuration qu'on avait vue notamment du côté du Qatar. À l'arrivée, c'est une belle remontée pour les deux voitures. Fin de série pour Stroll qui retrouve les points après 5 Grands Prix sans avoir inscrit la moindre unité. Et puis l'abandon de Fernando Alonso pour un problème, vraisemblablement on a parlé d'une suspension au début arrière, et finalement je crois que c'était, je sais plus, j'ai oublié, mais problème de fond plat je crois. Problème de fond plat, ouais, tout à fait pour Fernando Alonso. Et puis la conséquence, le championnat du monde des constructeurs avec McLaren qui reprend cette 4e place. Regardez cette stat, elle est quand même folle sur les 4 dernières courses. Sur les 4 dernières courses, il y a eu deux week-end sprints, 124 points pris par McLaren, 15 points pris par Aston Martin. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 7 points d'écart au championnat des constructeurs puisque Lewis Hamilton a été disqualifié. Ça y est, il en est terminé de ce tube Aston Martin. On avait senti le creux de la vague arriver quand même depuis de nombreuses semaines. Écoute,
Alors, pour être très franc avec tout le monde, j'étais pas avec vous lors au moment où on a décidé des enseignements. Ouais. Parce que je rentrais- Tu roulais P12. P12. Non, le mec qui assiste et tout. Pardon. Bon, allez, j'y vais. Non, reste avec nous. Non, c'est la course, ça arrive. Moi, je conduis pas des 205, hein, donc je te dis, t'auras toujours mon des respect. voitures et des mini-golf, on rappelle. Pour le moment. Non, mais du coup, j'étais pas là et c'est vrai que je me suis étonné. Mais j'aime bien m'étonner des sujets quand je les vois pas parce qu'au final, je sais qu'on va pouvoir bien en parler. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la perf pure. La perf pure du samedi, du vendredi soir en l'occurrence, c'était cataclysmique, 17 et 19, pas compris. Mais hier, ce que j'ai vu, Mhm. c'était pas Alonso hier, c'était Aston. Mhm. Alonso et Stroll sont remontés. Stroll fait P7, avec les disqualifications bien sûr, mais les deux sont remontés, telle l'étoile noire, en pire contre-attaque. Ils avaient un rythme en course qui, moi, pour le coup, m'inquiète pas du tout sur ce que j'ai vu, hier. Ils sont partis des stands loin, parce qu'en plus, ils se sont même pas mis sur la pit lane. C'est vrai. Au moment de partir, ils étaient encore, ils étaient pas du tout à la limite de safety car. Ils étaient en sortie de garage au moment du départ, donc ils sont partis très loin. Et les deux auraient terminé dans les points. Alonso aurait certainement fait 6e, peut-être même 5e avec la disqualification. Et plus que le résultat, c'est peut-être la stratégie qui interroge. T'arrives avec des nouvelles pièces, tu vois que ça ne fonctionne Bon, pas, c'est t'as ça peu qui de m'inquiète. roulage. C'est C'est que là que t'es j'ai envie de te relancer mais un d'où peu ça Hamza. fonctionne pas? Ah bah samedi, C'est pas samedi, une c'est le histoire- pire résultat en qualif. C'est pas quand une même histoire de depuis, fonctionner, c'est pas une histoire de fonctionner ou pas fonctionner, dimanche. c'est une histoire de manque de compréhension. Mhm. Bah, ça, c'est l'histoire de Aston Après, Martin. c'est vrai qu'Aston Martin, on n'en a pas parlé depuis plusieurs semaines maintenant. Quand tu vois où était Aston Martin en début de saison, on disait souvent, en tout cas c'était le message qui était martelé, c'est que Aston Martin justement n'amenait pas beaucoup d'évolution en début de saison parce qu'il voulait comprendre la voiture. Des Les marches saines. évolutions arrivent, tu vas dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, à Austin, on t'amène de nouvelles évolutions majeures, paraît-il. D'ailleurs, il y en aura encore au Mexique. Et là, tu vois, les deux pilotes ne sortent pas de Q1. Mhm. Tu prends quand même une claque. Et à ce moment-là, tu dis non seulement ils ne comprennent pas la voiture, mais en plus, ils vont totalement à l'envers. Alors, sur le rythme de course, Brice disait qu'il était plutôt rassuré. C'est vrai que la course, elle est bonne, aussi bien de la part de Stroll que d'Alonso maintenant. Est-ce que le rythme de course, Brice, et c'est une question que je te pose, ça te rassure vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Alpine? Oui, certainement. Pour la 5e place, ils vont la conserver, la 5e place, c'est pas un problème, mais je rappelle qu'en début de saison, Aston, c'était une équipe qui, d'ici la fin de la saison, on ambitionnait pour elle une victoire. Alors, On ambitionnait pour elle peut-être la 2e place Attends, au je vais même constructeur. rajouter un Aujourd'hui, ils sont 5e. Le rythme Je vais même moyen- rajouter un point par rapport à ce que tu dis, c'est d'un point de vue stratégie. Aston Martin nous a expliqué que justement, on allait développer jusqu'à la fin de cette saison 2023 en vue d'arriver avec un package un tant soit peu optimal début 2024. Là, tu vois qu'on ramène des nouvelles pièces à 5 courses de la fin, ça fonctionne pas. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Entre la mise à jour et la voiture qu'il y avait au Qatar, on n'arrive mais même ça, pas oui. aujourd'hui à déceler laquelle est la meilleure. Et puis notamment sur la pénalité de Lance Stroll, puisque Stroll de toute façon il avait le nouveau package, donc il n'y avait pas besoin de pénalité. Stroll, il prend une pénale et il part des stands parce qu'il change radicalement le setup. Oui, tout à fait, les Il change réglages. T'as totalement raison. les réglages de la monoplace. ça marche. Hein. Ça veut dire que c'est une voiture qu'il n'arrive pas à comprendre. Encore une fois, après, peut-être pas aidé parce qu'il y a une seule séance d'essai libre et que derrière tu entres dans le régime de parc fermé. Mais c'est une incompréhension globale dans la conception, dans l'évolution de cette monoplace qui, moi, m'inquiète vraiment chez Aston Martin. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une séance d'essai grandeur nature avec des résultats finalement probants? C'est un peu, je trouve, il y a un peu ce, Oui, il y a un les peu ce résultats, côté-là. résultats mais- probants. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je me pose la question. Du coup, Alonso, alors après, c'est Alonso et par rapport à Stroll, on connaît l'écart de performance entre les deux pilotes. Mais tu as Alonso qui roulait avec l'ancienne voiture qui fonctionnait, Stroll qui roulait avec la nouvelle voiture avec une bonne configuration de réglage, et ça a l'air de fonctionner du coup. Qui a raison? Ah ben En fait, je sais pas. c'est tout le Donc on problème verra au de Mexique. ces écuries. Mais je sais pas. C'est tout le problème de ces écuries qui ne peuvent pas se servir de leur coéquipier comme point de comparaison. Et ça, c'est un problème majeur dans les écuries où il y a un pilote entre guillemets payant, où il y a un pilote qui a un vrai écart de niveau, c'est que tu ne peux rien juger sur les évolutions parce que justement, en fait, tu ne sais pas quelle est la part du pilote et quelle est la part de la voiture. Hier, Alonso, je crois qu'il a un rythme de course de 10e meilleur que Stroll, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Alonso, il est sur le rythme de Russell. Moi, je trouve pas ça déconnant. Hein. Clairement. Alors après, Russell a une stratégie éclatée au sol, mais bon, ça,
Mercedes dans la journée d'hier a pas été bon. Dans donc, son œuvre, bah, du côté de non, mais c'est assez rare pour qu'on le signale quand même que Mercedes rate des vrai. strats comme ça. Et Stroll a le rythme de Gasly. Mhm. Stroll qui a le rythme de Gasly, je suis désolé, c'était un pas en avant. Enfin, Oui, si. Stroll qui a le rythme, Stroll qui fait P7, c'était un pas en avant. Il termine dans la seconde de Gasly, sous le Ouais, à 7 et dixièmes. donc attends, Alonso et Stroll auraient fait 6 et 7. Ouais, on va dire. Ça fait quoi? Ça fait 8 et 6 points. 14 points pour Aston Martin. Et pour Je revenir pense sur, qu'ils auraient pris. Hein. pour revenir sur ce que tu disais C'est pas par si rapport mal. aux coéquipiers que Mais tu ne oui, peux pas. Si jamais tu mets, du coup, bah, encore une fois, mais c'est des si, mais parce qu'on avance qu'avec des si avec Aston Martin. Si jamais tu mets Alonso dans la nouvelle, alors, on le rappelle, hein, c'est lui qui a demandé à retrouver Ouais, l'ancienne complètement. Aston Martin. Mais si du coup tu mets Alonso dans la bonne enfin dans la nouvelle Aston Martin avec des bons réglages, est-ce qu'Alonso il se bat pour une 6e place ou est-ce qu'Alonso il se bat pour plus haut? Il y a trop Au d'inconnus. vu de la aujourd'hui. position de départ, non. Mais Mais la position de départ, mais tout à l'heure tu disais, tu as raison d'insister dessus, le rythme de course fait que peut-être qu'Alonso avec un rythme de course encore meilleur que Stroll, peut-être qu'il se bat pour aller concurrencer un Pérez ou un Leclerc. Il y a Leclerc, sûrement. Il y a trop d'inconnus et je te dis, je me répète, mais ce qui, moi, me pose souci encore une fois, c'est qu'on est déjà en train de préparer 2024 avec la stratégie de développement et que tu as l'impression quand même qu'à 4-5 courses de l'arrivée, on n'y voit pas très clair. Du côté Oui, d'Aston. mais c'est tout le problème d'Aston Martin et globalement de cette écurie depuis qu'elle a été rachetée par Lawrence Stroll, c'est qu'on a quand même le sentiment que il y a un cruel manque de, je vais pas dire de talent parce que je suis personne pour dire ça, mais de compréhension dans l'ingénierie et surtout en fait de direction. On pond Même une si les hommes ont changé, hein, on Ouais, rappelle, hein, ouais, par rapport mais à Racing Point de on l'époque. pond une voiture. Si elle est bien, elle va se dégrader. Si elle est pas bien, peut-être qu'on va trouver une solution. L'année dernière, ils ont trouvé une solution. Ils se sont basés dessus et au final, j'ai envie de faire une Samuel Eto'o avec son Ruiz, mais la Formule 1 va tellement vite et ça change tellement vite et que du coup, quand t'as Red Bull qui arrive et qui t'assomme tout, quand t'as des mastodontes de l'automobile, pas de la course automobile, de l'automobile que sont Ferrari, Mercedes et qui arrivent avec 6-7 packages d'évolution dans l'année, bah, tu peux pas suivre si t'as pas compris de base qui faisait que ça fonctionnait chez toi. Et c'est un problème récurrent, c'est le problème qu'on avait avec Racing Point en 2020, où la voiture s'est dégradée. Bon, au final, elle a gagné en fin de saison, mais c'est vrai que tu as quand même l'impression que c'est toujours les histoires d'une saison, d'un coup, et qu'au final, on peut pas bâtir. On peut pas bâtir, on est sur des Algeco, alors que Red Bull est en train de bâtir une maison. Non, mais c'est ça, quoi. Tu m'as fait repenser une stat que j'ai vue et En j'ai disant pas Alexandre pu la retrouver. Non, mais juste avant, sur l'année dernière. La saison dernière, le tour Négatif. qualif d'Aston Martin était, je crois, 6 dixièmes plus rapide que le tour de cette saison à Austin. On se souvient, hein, Aston Martin, la saison dernière, départ tout en bas, et ils terminent la saison avec un Vettel où on a des regrets. Pourquoi est-ce que tu quittes la Formule 1? Il va revenir chez Aujourd'hui, Red Bull. On en parlera c'est mercredi. l'inverse. Donc, Ah oui, c'est vrai. on verra. Je sais pas quoi trop penser. On verra encore une fois au Mexique. De nouvelles évolutions arrivent. Est-ce qu'ils vont réussir à comprendre la voiture? Course sprint encore, je crois, au Mexique, non? Mexique, non. Non, Non, la bah non. dernière, c'est Bah non, parce Brésil. que c'est là où il y a les tests d'Isaac, donc exactement. donc pas être une sprint. Ok. Dernière Bon, bah, sprint, Par ce contre, sera non, du mais côté avec les Sao virages Paulo. rapides, ça peut peut-être favoriser un peu l'Aston, on verra. Enfin, Je sais rien. ça l'a pas tant favorisé au Qatar que ça, mais ça va. Mais Peut-être qu'ils comprendront quelque chose dans la semaine qui les aidera pour le week-end prochain du côté de Mexico. Pas sûr. Les gars, 4e enseignement, évoquons un pilote, Yuki Tsunoda, qui a éclipsé le retour d'un autre pilote, celui de Daniel Ricciardo, qui revenait après sa blessure à la main contractée du côté de Zandvoort. Alors on a eu un Tsunoda plein d'audace quand même ce dimanche, le seul sur une stratégie quand même à 3 arrêts. Son premier meilleur tour en carrière après avoir chaussé notamment les softs à 2 tours de la fin. Il finit P8 après l'abandon d'Alonso avec la disqualification aussi de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Et puis mine de rien, grâce à ça, AlphaTauri revient à 2 points au classement des constructeurs de Haas. Alors si on doit comparer les situations de Tsunoda, parlons bien sûr de celle de Ricciardo. J'ai mis un retour discret. Lui qui a été battu en Q2 par Tsunoda, qui fait P11 en SQ2 samedi, qui est un peu déçu, notamment au départ de la course sprint. Il l'a dit lui-même à l'arrivée, il a dit « je me suis senti un petit peu rouillé pendant cette course ». Des dégâts lors de son second relais dimanche. Alors vous avez peut-être des explications. Hier soir, en tout cas, AlphaTauri et Daniel Ricciardo n'en avaient pas. Et cette fin de course absolument catastrophique qui le voit terminer 15e et dernier. Quand on prend cette petite statistique, les gars, sur Yuki Tsunoda, l'homme qui a inscrit... Bon,
AlphaTauri n'a mis que 10 points cette saison, mais l'homme qui a inscrit quand même 80% des points de son écurie cette saison, c'est Yuki Tsunoda. Si on devait faire le parallèle entre la course de Yuki Tsunoda et le week-end de Daniel Ricciardo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Celui de Ricciardo, déjà, il a nuancé pour plein de raisons. Déjà, c'était sa course de retour. Et puis, comme tu le D'où disais, le côté rouillé qu'il a pu dire. et comme tu le disais, il y a ce problème. Ils ont ramassé manifestement une grosse pièce. Certains pensaient que c'était à l'occasion d'un contact avec Stroll. Ricciardo ne voit pas où est-ce qu'il aurait touché Stroll. Mais c'est pas Et pas il quelque dit- chose qui vole de Piastri Ocon. Je sais pas en tout cas Ricciardo ce qu'il pense, lui, sa théorie, mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a aucune certitude. C'est qu'en fait, il a subi tellement de drapeaux bleus et qu'il devait laisser passer les pilotes qu'en fait, le rire. Genre, il est pas habitué maintenant. En fait, Ça c'est faisait 2 ans avec ça, McLaren. il Tu pense parles, que hein. c'est à ce moment-là qu'il a récolté un débris. Et je vous invite à regarder, il y a un des 2 arrêts au stand, je crois que c'est le 2e arrêt de Ricciardo, où en fait on voit les mécaniciens lutter, retirer un assez gros morceau du. Je sais pas s'il était Oui, coincé c'est au fat. niveau de l'aileron avant Ouais. ou de l'écope de frein, je sais pas Le exactement où il duct était de placé. frein avant gauche. Mais voilà, donc ça explique peut-être sa performance et on sait pas en fait quand il l'a récupéré. Donc On sait juste que c'est sur le 2e relais, vraisemblablement, où Manifestement, ouais. le pic de performance a commencé C'est à ça. chuter. Bah, Donc, surtout qu'en plus pendant la course, il était derrière Tsunoda. Oui. Je sais pas, Il c'est- était collé à Tsunoda. Ouais, non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une différence majeure. Après, encore une fois, quand on parle de rouille, parce que tout le monde va dire, ouais, mais bon, quand il est revenu donc, c'était où Zandvoort il a pris la place. Oui, t'as raison. Ouais, c'est à Zandvoort. Il était moins rouillé. Oui, enfin, c'est pas pareil de revenir. Non, la Hongrie, C'est la Hongrie. avant Hongrie, ouais, tout à fait. Revenir de 6 mois de simulateur, c'est pas pareil que revenir de 3 mois de blessure en F1, surtout à la main, quoi. Donc non, pour le coup, là-dessus, je jugerais pas tellement la course de Ricciardo. Je l'ai trouvé même plutôt bon, moi, personnellement, au vu de tout ce qui s'est passé. Et au moment où il lui arrive ce qui lui arrive, il est passager, après, de la Clairement, de la on course. le voit à 15e et Il a- dernier. non, mais c'est il a plus d'aéro Mm. du tout. Et derrière, toute la balance de la voiture, elle est flinguée à ce moment-là. Donc, moi, je ne jugerai pas la course de Ricciardo. Mhm. En revanche, Tsunoda, alors, je suis le premier à être dur. dur et totalement à le trouver fadasse dans ses performances. C'est vrai, je dis ce que je pense. Pour le coup, je Tu sais que c'était plus un coussin péteur qu'un pilote de Formule 1, d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, hors antenne, tu disais ça. jamais dit ça. Non, parce que le mot hors antenne Ouais, rend tout crédible. ça permet de tout casser. Mais oui, voilà. Non, Manu, je t'ai entendu dire des trucs au bar. Hors antenne, pas fou, hein. Sauf que ça, c'est vrai. Quand tu dis au bar, c'est que c'est vrai. Ouais. J'ai pas dit quoi. Non, mais je trouve les performances de Tsunoda fades, en fait. Mais en même temps, l'AlphaTauri est fade également. Mais encore une ils fois, sont derniers au constructeur. quand on parle d'écurie de fond de grille, toi et moi, on s'accorde à dire quand même que les performances d'un pilote, on les juge sur la sublimation d'une voiture nulle. On est d'accord? Là, c'est une des fois où oui. Oui, mais c'est rare, quoi. Le meilleur tour, bon, bah, il est dû au fait qu'il rentre dans les points. Donc, par conséquent, on lui met les softs. Banco, ça marche. Et au fait, avant les disqualifications, de l'abandon aussi de Fernando Alonso. Oui, bien sûr, parce que sinon, il est 11. Après, il Mais a... c'est à signaler. Ça veut dire qu'Alpha y a pensé. C'est à que signaler. Tu vas chercher. C'est Tu à sais signaler. qu'à ce moment-là, on le rappelle, encore une fois, quand on dit il y a 3 points d'écart entre le 10e et le 9e, ou le 8e et le 9e. au Oui, le constructeur, point du meilleur tour. on a tendance à dire que 3 points ça se rattrape vite. Ça ne se rattrape pas si vite que ça quand tu es une écurie de fond de grille où justement le moindre point est important. Là, ils vont chercher ce moindre point et ce petit point pourrait faire la différence. Bah oui, mettre des softs à l'avant-dernier tour pour Tsunoda, ça ramène 10% des points de l'AlphaTauri. Là, ils reviennent à 2 points de Haas. Sachant qu'il avait la possibilité, parce qu'Albon était pénalisé, et Albon, je crois, a été 18 ou 20 secondes derrière Yuki Tsunoda, si je dis pas de bêtises. Après, je te trouve dur quand même avec Yuki Tsunoda, parce que quelque part, qu'il soit derrière des Aston Martin, qu'il se fasse rattraper par une Alpine, et passer par des Aston Martin, c'est la logique, on va dire, du matériel qu'il a aujourd'hui. Il a réussi à rentrer des points. Il y a des circonstances, mais c'est quand même, moi, je trouve, une sacrée course qu'il fait, un sacré week-end. Mais il fait une sacrée course. Je suis pas dur avec lui sur cette course-là. Cette course-là, effectivement, il fait une belle perf. Et quand je regarde le classement, tu sais, on a tous nos biais cognitifs. Quand je regarde le classement, en fait, j'ai dû relever les yeux pour voir Tsunoda. Ouais. Je me l'attendais plus bas. Oui, clairement. Donc oui, il a fait une très belle course.
encore une fois, peut-être je suis pisse-froid, mais c'est trop rare pour que je le signale. C'est Peut-être trop que tu es rare. comme Helmut Marko, c'est-à-dire que tu pars du principe où tu juges entre guillemets la valeur d'un pilote AlphaTauri au coup d'éclat peut-être, et ça manque de coup d'éclat pour Yuki Tsunoda. Je sais pas, c'est pas Gasly, quoi. C'est pas Ricciardo à l'époque. C'est même pas Vergne. Alors, c'est pas Max, 1000 fois, Ça, mais. c'est sûr. Mais encore une fois, je sais pas comment te dire ça autrement que j'en attends plus. Et j'en attends surtout plus avec quelqu'un qui bénéficie d'une espèce de clémence, je trouve. Enfin, Ah bon? Bah, c'est le sentiment que j'ai avec Norris. Pardon, je reviens pas sur le débat, pardon, excusez-moi. Mais non, en fait, ce que je remarque avec toi, il y a un super pouvoir des gens qui bossent sur YouTube, c'est que je vois déjà la liste des commentaires. Tu sais, je l'ai là. Ramza, tu es de mauvaise foi. en fait, et là où je te rejoins, c'est que Tsunoda, en fait, c'est le pilote invisible, je trouve, sur cette saison. Après, oui, on va pas refaire un débat de Tsunoda. De toute façon, je crois qu'on en avait parlé, on l'avait pas mal évoqué sur l'émission Chapeau. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est vrai qu'on était assez surpris lorsqu'on a appris l'officialisation de Tsunoda pour la prochaine saison. C'est peut-être aussi lié à un réservoir faible, encore une fois, côté Red Bull. Mais en tout cas, sur cette course-là, je trouve qu'on a suffisamment signalé ses contre-performances ou ses performances invisibles pour être. Ça aurait été malhonnête de dire que sur cette course-là, Tsunoda fait pas le travail. Avec les disqualifications, mine de rien, ça compte, il termine 8ème. C'est le meilleur résultat de sa saison, c'est le meilleur résultat de la saison d'Alpha Tauri. Il va chercher le meilleur tour. Il prend 35-40% des points de la saison d'Alpha, il les prend sur cette course-là. Ouais. Bon, écoute, ça pourrait faire la diff à la fin de la saison. Tu salues la perf totalement, mais encore une fois, est-ce que ça change ton avis sur le pilote ? Non, bien sûr que non. Bon. On va parler mercredi de Sergio Perez. Doit-il quitter Red Bull? On l'a beaucoup comparé notamment avec Daniel Ricciardo et avec ce match qu'on a dit à distance. Le fait est qu'aujourd'hui, Yuki Tsunoda a rentré 80. Alors, c'est qu'une stat, et après les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. 80% des points d'AlphaTauri. Il y a eu Liam Lawson, il y a eu Nick De Vries, il y a Daniel Ricciardo aujourd'hui. La saison Williams 2017, Stroll-Massa, Stroll met plus de points que Massa. C'est vrai. Pour autant, je te laisse juger qui est le meilleur pilote des deux. Il y a deux carrières. Ah deux ouais. trajectoires complètement différentes. Et Stroll, il met tout en Azerbaïdjan. Certains diraient prendre aussi un exemple Sainz-Leclerc. Mais c'est un sujet sensible. C'est quoi qu'il est piquant ce J'ose plus. Ah, c'est le nouveau, tu vois, c'est le nouveau décor. Comme la moutarde. Non, mais en fait, l'émission ce qui veut dire, et là où il a raison, c'est que tu peux pas prendre le championnat du monde. Pareil, Ocon Alonso, tu peux pas prendre le classement du championnat du monde pour déterminer si un pilote est meilleur par rapport à un autre. Alors, Verstappen-Perez, ça marche. Voilà, s'il y a un écart de 150 points. Ou de 100% ou de 150% ou de 80% comme Alonso Stroll, comme Verstappen Perez, oui. Mais après, quand ça joue sur des détails. Je suis d'accord avec toi, mais cinquième fois qu'il est dans le top 10 quand même, c'est assez mais oui, avec en plus une voiture. Voilà, au-delà des 5 comparer le mec au-delà depuis 4 ans à des mecs qui font que des piges. Et au-delà des 5 top 10, je me souviens en début de saison, le nombre de courses où il termine 11ème. C'est vrai, où finalement, tu as un abandon devant, boum, tu rentres dans les points. Tu as une disqualification, boum, tu rentres dans les points. Encore une fois, moi je veux bien. Que tu critiques sévèrement Tsunoda à l'époque où son coéquipier était Pierre Gasly et qu'il avait la voiture pour rentrer régulièrement dans les points pour aller chercher des Q3, oui. Aujourd'hui, Alpha Tauri, c'est l'une des pires, si ce n'est la pire monoplace de la saison. Complètement, exactement. C'était important à signaler, les gars. On se fait un petit point sur... Non, t'es pas d'accord? Ouais, en fait, ça se bat sur les Grands Prix entre Alpha et As. Oui, l'une des pires, la pire selon les circonstances. On fera un débat, tiens. C'est pas une As 2021. Il reste 5 émissions à meubler ça n'existe plus, ça. Sans titre de champion du monde constructeur et pilote. On pourra se faire un débat. Quelle est la pire écurie Moi, je pense qu'il faut faire un débat de 3 heures sur Lando Norris avec Hamza tout seul. Et les commentaires et le chat. Ah ouais. C'est le chat. Ah ouais. Franchement, un jour on fera ça. Je répondrai à toutes vos questions. Et j'essaierai de vous convaincre. Une FAQ. Ah non, mais c'est pas le tribunal. C'est moi qui essaye de convaincre la team Formule 1, le monde de la Formule 1. Regarde l'exposant héros. Non mais parce qu'en fait je suis persuadé d'avoir raison. On prend des perruques, tu sais, de Lord là. On arrive avec un maillet et on lit les commentaires contre Hamza sur Norris. Tu vois ça. Après c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que 95% des gens sont en désaccord avec moi que tu as tort. Alors ça c'est ce que dirait Roland Courbis. C'est la base de toute pensée extrémiste. Ça c'est ce que disait Roland Courbis, la fameuse. C'est pas parce que vous êtes tous à penser que laisse l'imitation, c'est pour moi. Que ça veut dire que j'ai tort, mais ça veut pas dire non plus que j'ai raison.
Je l'embrasse, Roland, je sais qu'il Hamza se lance dans les imitations. Ouais, mais elle est bonne. Elle est très très bonne. Ça se voit qu'ils bossent ensemble les deux. Il deux sait faire Lascar. Antonetti aussi. Je le ferai pas à l'antenne, ça, par contre. Ouais, parce qu'il n'y a que des insultes dans le truc. Attendez, les gars. On regarde le classement justement du championnat pilote à l'arrivée de ce Grand Prix des États-Unis. On n'a pas encore reçu au moment où on enregistre le classement des constructeurs. Mais on regarde le classement pilote avec Max Verstappen, déjà champion du monde. Sergio Perez, qui est à plus de 220 points derrière. Et puis on voit Lewis Hamilton désormais à 39 points du pilote mexicain. C'est cuit pour Fernando Alonso, en tout cas dans cette lutte au titre de vice-champion du monde. On notera quand même que Norris a repassé Charles Leclerc pour 8 petits points et que Pierre Gasly s'incruste donc dans ce top 10. Voilà les gars pour ce début. Ouais. J'ai mon petit quiz. Oui, pardon, c'est vrai. Vas-y, Alors, c'est important. Est-ce que vous savez chez vous? On va jouer avec. Vous l'avez Manu chez et- vous. Le jeu. Voilà, c'était une phrase. Top position. Mais non, c'était Julien Lepers. Carlos Sainz, c'est la 3e fois de sa carrière qu'il est sur le podium sans monter dessus. Est-ce Oui. que tu as les 2 autres fois? Brésil 2019. Oui. Je Et sais ça. Ça c'est La facile. Ça. première et la deuxième. Attends, le deuxième, c'était son deuxième podium en carrière, je crois, le deuxième, non? Ouais, c'est pas la disqualification de Vettel par hasard? Bonne réponse. Oh, bien joué. Hongrie 2021. Hongrie 2021. Ouais. Bravo. Ah, félicitations, je l'avais pas celui-là. Quelques petits rendez-vous avant de vous lâcher, les amis. Déjà vous dire que on a fait tout un dossier sur pole position sur Winamax, c'était ce week-end, sur la fameuse supposée brouille entre Helmut Marko, Christian Horner. Est-ce que Tonton est devenu un peu trop gênant? N'hésitez pas à aller voir ce gros débat. Il y avait Brice, il y avait Lucas. On s'est pas mal écharpé sur cette question et c'était assez intéressant. Ça part du projet Red Bull. On essaye de se projeter un petit peu sur la suite. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas eu assez de Formule 1 avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sinon, mercredi, on a un nouveau rendez-vous. Mercredi, on se retrouvera avec un débat, justement. On ira un petit peu plus loin que cette discussion qu'on a eue autour de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. On débattra sur monsieur Sergio Perez. Red Bull doit-elle garder Sergio Perez en 2024? On sera à quelques jours du Grand Prix du Mexique. Quel est le timing pour prendre une décision du côté de chez Red Bull? Checo peut-il se relever de cette grave crise sportive qu'il traverse maintenant depuis plusieurs mois? Y a-t-il vraiment un plan B pour Red Bull? Vous avez des réponses, j'imagine, chez vous, mais on va en débattre et on va essayer d'élargir ce sujet tous ensemble. Et puis Margot viendra aussi également sur ce nouveau plateau pour nous parler de la victoire, la première victoire de Johan Zarco en moto GP. Éloge de la patience, mais c'est un peu peut-être le Jean Alési du moto GP. On en parlera justement avec Margot. Lando Norris du coup. Et Lando Norris du coup, pardon. Et puis juste avant de se quitter, Si tu veux que l'émission dure 2 heures, relance, hein. Mets une pièce dans la machine. juste avant de se quitter les amis, un petit mot sur ce bouquin, 30 ans de F1, mes histoires secrètes, les secrets de la F1 et de ses champions. C'est Jean-Michel Tiby, l'un des grands caméramans, l'un des Français qui bosse pour la Formula One justement, qui sort ce bouquin. C'est coécrit avec le copain Axel Brémond. Les gars, j'ai commencé à le feuilleter. Je vous invite d'ailleurs, Lucas Parle F1 a fait une super vidéo, une super interview sur ce type là, Jean-Michel Tiby. Franchement super intéressant. Je me demandais même s'il ne faudrait pas l'inviter pour parler de la réalisation en Formule 1, mon cher Hamza, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Mais le bouquin est passionnant. D'ailleurs, c'est si une tu tranche de savais, vie. excuse-moi de te C'est énorme. couper. Et c'est sorti, aux éditions vas-y. City. Pardon, Si voilà. tu savais le nombre de fois où j'ai soufflé sur ce Ouais, week-end t'es aux horrible. États-Unis, mais bon. Oui, C'est exactement. bon, de toute façon, c'est un combat, c'est une bataille perdue, que veux-tu? Ah, je sais À pas. Skip, c'est génial, la réalisation en F1, c'est difficile d'appuyer sur. Bref. Appelons, c'est quoi, on va appeler Jean-Michel Tiby. On T'es va en appeler train de Jean-Michel minorer le Tiby boulot de et on Polo. traitera ce Mais non, ce mais en sujet. fait, c'est un sport d'élite. C'est le plus grand sport automobile au monde. Quand on a des réalisateurs que moi je qualifie d'incompétents et on va me dire oui, mais t'es personne pour juger. Moi, je suis derrière mon téléviseur, je suis pas satisfait. Pardon, quand on montre un t-shirt d'une supportrice I Love Formula One, alors que le spectacle c'est la piste. Excusez-moi, moi je trouve qu'il y a un grave problème. Remarque, en c'est un Formule 1. événement, parce que dans Mais les c'est pas- tribunes d'Austin, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aiment réellement la Formule 1. En tout cas, j'ai Pas Miami, remarque. ouvert une boîte de Pandore, mais Jean-Michel Tiby, c'est un super mec et le bouquin est vachement bien. On, Alors, n'hésitez pas on va faire à un vrai aller débat, l'acheter. on va le ramener. On va le Jean-Michel ramener Tiby, comme ça. franchement. On va en parler bien sûr avec Axel Brémond. Allez choper tout ça. Allez les amis, merci pour cette première émission. On se retrouve. Manu, tu ne parles pas de ton livre, toi? Ah, moi, mon livre, on en Ben, parlera on l'a mercredi, mon polo. On en parlera mercredi, mon polo, parce qu'en effet, il y a des grandes annonces à vous faire. Salut les amis, merci Hamza, merci Brice. On se retrouve mercredi. On va débattre sur le cas Sergio Perez.